Attendons le vaccin, la médecine traditionnelle sera-t-elle le remède miracle contre le coronavirus? Les experts se prononcent dans ce journal. En Côte d'Ivoire, mort du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, hospitalisé 2 ans en France pour des problèmes cardiaques. Le Premier ministre et dauphin du président Ouattara est décédé ce mercredi à Abidjan. Un acte imprudent qui a conduit à un scandale. C'est en ces termes qu'un ancien conservateur des parcs nationaux qualifie la mort des 2 gazelles oryx. Selon le colonel Momar Gueye, les normes de transfert n'ont pas été respectées. Fatima Touré et Mardiang. La mort des 2 bêtes sauvages après leur transfert dans la réserve privée du ministre de l'Environnement continue d'alimenter les débats. Un acte scandaleux selon le colonel Momar Gueye, ancien conservateur parcs nationaux, qui parle de manque d'observation et de non-respect des normes édictées pour un transfert d'animaux de cette nature. Quand on transfère des animaux sauvages, il faut s'entourer de toutes les garanties. Parce que les animaux obéissent aux lois de la nature. Je crois qu'il y a eu imprudence, il y a eu inobservation des règles, il y a eu ignorance en tout cas du comportement des animaux, c'est-à-dire la gazelle elle-même. Pour l'ancien conservateur des parcs nationaux, des dispositions devaient être prises en amont afin d'éviter pareille situation. Le Sénégal est soumis à ce qu'on appelle la Convention de Washington. C'est une convention internationale sur le commerce et le transport des animaux sauvages. Aucun animal ne devrait être transporté, ne devrait être vendu, ne devrait être chassé, il fallait exactement que les règles soient appliquées. Colonel Momar Gueye de préciser que ces gazelles et d'autres espèces rares sont protégées par une convention internationale que tout pays signataire doit respecter. Quand un animal est en voie de disparition, il y a des listes qui sont dressées, des animaux intégralement protégés, des animaux partiellement protégés et des animaux qui ne sont pas protégés et dont la chasse est autorisée. Il se trouve que la gazelle là fait partie des animaux intégralement protégés, qu'il ne fallait pas transporter cet animal sous n'importe quelle forme. Cette affaire qui défraie la chronique à coup sûr aura des conséquences à l'échelle internationale, selon le colonel Momar Gueye. Les responsabilités devraient être situées, dit-il, pour éviter une récidive. Et selon le département de l'environnement, le transfert des oryx n'était pas une simple manœuvre individuelle, mais il est entré dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de conservation de la biodiversité. Problème, les animaux avaient pour destination la ferme privée du ministre de l'Environnement lui-même, Mambiram Diouf. Une procédure tout à fait légale. Dans le communiqué, il est bien dit que l'élevage de la faune sauvage, au même titre que la foresterie, est une activité agricole au sens large. Par conséquent, elle peut être effectuée par n'importe quel citoyen qui en a les capacités et dans les conditions requises. Mais ce qui semble déranger dans cette affaire de convoi de 6 gazelles à la réserve privée du ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, située à Bambilor, 3 de ces 6 gazelles d'ailleurs sont mortes, rapporte Libération, en cours de transport à Dakar. C'est le conflit d'intérêts manifeste pour certains spécialistes dans cette affaire, vu que la direction des parcs nationaux est sous la tutelle du ministère de l'Environnement, dirigé par Abdou Karim Sall. En tous les cas, le Rex est une espèce qui mérite d'être protégée, puisque considérée comme telle, elle fait partie de la famille des antilopes sahélo-sahariennes, un animal ruminant. Son corps mesure de 1,60 m à 2,30 m et son poids de 200 à 225 kg. La reproduction de l'oryx se fait toute l'année, la gestation dure de 9 à 10 mois et la femelle donne naissance à un seul petit. Une petite parenthèse qui ne met pas pour autant à l'abri le ministre Abdou Karim Sall, critiqué par certains, lui qui est sous les feux de la rampe pour cette autre affaire de foncier, car il aurait octroyé 10 hectares dans la forêt classée d'Ombao à Abdoulaye Timbo, le maire de Pikine.
Merci Mambiram, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Et puis on vient de l'apprendre à Saint-Louis, un mécanicien de 20 ans a poignardé à mort un de ses collègues de moins de 19 ans. Il est présentement entre les mains des éléments de la police. Le corps sans vie de la victime est à l'hôpital régional de la Vieille-Ville. C'est officiel, l'année scolaire est prolongée jusqu'au 30 septembre au Sénégal. La décision est actée par décret présidentiel, document qui abroge le décret 2019-1363 du 9 septembre 2019 relatif au trimestre et à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires pour l'année 2019-2020. Ibrahim Akal. C'est maintenant officiel. L'année scolaire 2019-2020 est prorogée jusqu'au 30 septembre prochain. La décision est prise par le chef de l'État via le décret numéro 2020-1487 prorogeant l'année scolaire en cours. Dans le document, le chef de l'État fixe également la rentrée scolaire 2020-2021 au jeudi 5 novembre 2020 pour le personnel enseignant et administratif. Les élèves, eux, regagneront les classes une semaine plus tard, précisément le 12 novembre. La conséquence de la pandémie de la Covid-19 qui ne finit pas de chambouler pratiquement tous les secteurs. Les élèves en classe d'examen cette année devront faire avec les pluies pour espérer terminer les cours et passer leur examen. Pour rappel, le ministre de l'Éducation a déjà dévoilé les dates des examens. Le CFE entre en 6e est prévu à partir du 20 août, le BFM à partir du 14 septembre. Pour le baccalauréat, les épreuves anticipées de philosophie se tiendront le 12 août, le bac technique à partir du 31 août, le bac général, quant à lui, se tiendra à partir du 2 septembre. Ce nouveau calendrier, à l'épreuve de l'hivernage, pourra-t-il être respecté, surtout dans les zones où il pleut le plus au Sénégal, notamment dans le sud du pays? Les autorités éducatives ont-elles pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité? Difficile d'y répondre quand on sait que beaucoup de spécialistes ont annoncé un début précoce de la saison des pluies 2020 et une fin tardive. Et puis les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis prennent le contre-pied du ministre de l'Enseignement supérieur. Les pensionnaires de Sannar veulent la reprise des cours en présentiel pour les étudiants en licence 3 et en master 2, ce pour éviter le nombre pléthorique d'étudiants dans les amphithéâtres. Ousseynou Diop, Habib Seck. La coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est catégorique. La réouverture des amphithéâtres doit se faire de manière progressive, contrairement au souhait du ministre de l'Enseignement supérieur qui a retenu la date du 1er septembre. Le constat est imminent et unanime. Il faut obligatoirement que les étudiants regagnent le campus dans l'immédiateté, mais un retour progresse en effectif global. La coordination des étudiants de Saint-Louis, en tant qu'une structure très responsable, demande à l'autorité d'appliquer une phase de test qui nécessiterait d'appeler au nombre réduit d'étudiants dans ce campus dans les plus brefs délais. Pour la coordination des étudiants de l'UGB, il faut que toutes les conditions soient réunies pour le démarrage effectif des cours à l'université de Saint-Louis. En conférence de presse, ses membres ont invité les autorités universitaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les étudiants. Nous ne pouvons pas accepter de mettre les étudiants dans des conditions de promiscuité et de créer une possibilité de propagation du virus dans ce temps. Les étudiants de l'université de Sannar n'ont pas manqué de soulever leurs doléances. Ils exigent la livraison sans délai des 2000 lits annoncés depuis décembre 2019. Ils ont aussi dénoncé le manque d'eau à l'université. La coordination des étudiants de Saint-Louis profite de cette occasion pour exiger la livraison des 2000 lits dans les plus brefs délais, condition sine qua non du retour des étudiants au mois de septembre, et de résoudre la question de l'assainissement qui, selon eux, a été résolue alors que c'est archi faux. Vous pouvez faire le constat vous-même. À l'UGB, plus de 11 000 étudiants ont été enregistrés pour l'année académique 2019-2020. En attendant la réouverture des amphithéâtres le 1er septembre, les membres de la coordination haussent le ton. Et les cours démarreront sans difficulté le 1er septembre selon le directeur du Crous. En revanche, sur les 11 000 étudiants de Sannar, seuls 5 000 pourront reprendre les cours. Voici Papi Baïmarfaï avec notre équipe à Saint-Louis. Un protocole bien sûr qui sera discuté avec les étudiants, avec le personnel et l'ensemble de la communauté universitaire pour que en tout cas, les conditions de reprise en tout cas, soient bien sécurisées pour
les étudiants, mais aussi pour le personnel administratif, technique et des services. En fait, vous voyez que le virus est toujours là, mais dans une période d'adaptation et d'adaptabilité, en tout cas des communautés. L'université n'est pas en reste. Aujourd'hui, l'université a une capacité d'accueil de 5000 étudiants. Et il faudra maintenant, pour nous, universitaires, pour nous, en tout cas responsables des œuvres sociales, que dorénavant que ces protocoles soient respectés. Déjà, il faut que le nombre d'étudiants qui seraient accueillis au niveau des campus universitaires soit respecté, et pour la sécurité des étudiants, mais pour la sécurité donc, de l'ensemble des communautés qui gravitent autour de l'université. Restons dans le domaine de l'éducation. Sit-in des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal et des bacheliers non orientés. Ils réclament de meilleures conditions d'études. Une marche de protestation est d'ailleurs prévue lundi prochain. Mamadou Fall, Youssou Baro. Des ordinateurs, de la connexion, bref, de meilleures conditions pour étudier tranquillement. Tel est le cri de cœur des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Il est temps que les autorités se penchent sur leur situation. Nous tenons à déclarer que nous n'allons pas laisser cette injustice, cette discrimination dont nous sommes victimes sous silence. Parce qu'au moment où ils ont octroyé des outils à certains parmi nous, ils l'ont privé à d'autres, sans aucun motif valable. C'est pourquoi nous avons décidé de porter le combat, mais pour nous également, mais aussi pour les générations futures. Parce que si on laisse passer, ils le feront à nos frères, nos sœurs qui viendront après. Leurs camarades non orientés ont profité de l'occasion pour rappeler à l'État que l'éducation est un droit. Que vous voyez ici, on a eu notre baccalauréat depuis l'année passée et on n'a pas été orienté jusqu'au moment où on vous parle. Et on a les seuls, car depuis quelques temps, on a recensé plus de 500 nouveaux bacheliers qui se trouvent dans la même situation que nous. D'où l'importance de mettre en place ce collectif pour lutter ensemble contre l'injustice, cette discrimination, mais également cette violation flagrante de notre droit. Unissant leurs forces, les étudiants de l'IVS et les bacheliers non orientés comptent battre le macadam ce lundi pour la satisfaction totale de leurs revendications. Merci Mamadou. Et un mot sur la situation épidémiologique du jour. 4 décès et 110 Covid+ sont rapportés ce jour. 44 personnes présentent une forme grave de la maladie. La médecine traditionnelle sera-t-elle le remède miracle face à la Covid-19 ? Vous le savez, des experts sénégalais ont été cooptés dans le comité mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà de l'espoir que suscite l'Artemisia, quelle complémentarité entre médecine traditionnelle et médecine moderne dans la recherche du traitement ? Élément de réponse dans ce sujet réalisé par Fatmine Conté et Tierno Laurent Mendy. La médecine traditionnelle constitue pour l'écrasante majorité de nos populations l'offre de premier recours en matière de soins. La médecine traditionnelle a toujours participé à la santé des populations parce qu'il y a les praticiens de la médecine traditionnelle sont là qui exercent d'une façon traditionnelle le savoir qui ont été légués par les anciens et qui a valu que 80% d'après l'estimation de l'OMS, les gens font recours à la médecine traditionnelle. Pourquoi ces praticiens croient dur comme fer que la médecine traditionnelle peut apporter en plus au traitement de la Covid-19. Ils trouvent d'ailleurs judicieux le choix de l'OMS de mettre en place un comité d'experts. On dit que tous les antipaludiques qui ont le même mécanisme d'action, c'est-à-dire bloquer le virus dans l'entrée des cellules, peut être très intéressant sur le coronavirus. Et qu'il y a les antipaludiques qui sont là. Il y a les plantes qui sont très efficaces sur le paludisme. Il ne reste que valoriser ça. Au Sénégal, la lenteur dans la mise en œuvre d'un cadre réglementaire pour cette médecine traditionnelle plombe l'activité. Ça fait presque plus de 30 ans, on court derrière une légalisation de la médecine traditionnelle. Et c'est justement depuis que, je pense bien que c'était Eva Marie Corsel, lorsqu'elle était ministre de la Santé, que les choses sont beaucoup bougées
et qu'au niveau du ministère de la Santé, il y avait la cellule de médecine traditionnelle au niveau. Cette médecine dite alternative ou complémentaire connaît un regain d'attention dans le monde. L'OMS reste convaincu d'apporter en plus dans la recherche pour le traitement contre la Covid-19. Problématique du transport des échantillons pour les tests de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale arme ses points focaux dans les régions à travers une formation organisée à l'Institut de recherche en santé et surveillance épidémiologique et de formation. Une capacité importante pour la sécurisation des échantillons avec un emballage Made in Sénégal selon le patron de l'IRSF. Ousseynou Tam et Ahmadou Bambassan. Pendant 3 jours, les points focaux du ministère de la Santé se sont retrouvés à l'IRSF pour être outillés sur la problématique du transport des échantillons pour les tests de la Covid-19. Une manière d'étayer les connaissances de ce personnel sanitaire selon le ministère de la Santé. C'est une occasion qui nous a été offerte par l'IRSF, par l'entremise du financement du CDC pour un renforcement de capacité de ces acteurs dans le cadre de la riposte contre la pandémie Covid. Vous savez que c'est une maladie dont le diagnostic doit se faire au niveau du laboratoire et pour cela il faut des prélèvements. Je pense que vous le savez, le Sénégal a fait plus de 50 000 prélèvements, mais ces prélèvements doivent être en tout cas transportés dans les conditions sécures. C'était l'occasion en tout cas pour l'ensemble de ces acteurs de bénéficier de cette session de formation pour remettre en tout cas les pendules à l'heure et aussi pour standardiser de façon beaucoup plus approfondie la démarche qui nécessite à avoir des échantillons prélevés, mais aussi transportés dans des conditions de sécurité. Pour le professeur Mboup de l'IRSF, cette formation aura un impact réel dans la sécurisation des échantillons avec ces emballages entièrement conçus au Sénégal. Personnel médical bi dafa ñoo xam ni vraiment feebar bi daf leen di jàpp et am na facteur yu bëri mais facteur benn bi mooy échantillon yooyu ñuy jël nuñ koy traité nuñ koy yóbboo ba foofu donc bi nga koy dugal am na beneen bu muy dugg ci biir ak benn sac loolu nag dafay loo xam ni Sénégal lañ ko defaree suñu industrie bi locale ak ñun moo xam ni day modèle pour wane ni Sénégal aussi mën nañ defar leen et waa CDC bi mu ñuy vraiment recommandé daf ñu def leen tout ba wane ni lii yéen a ko defar yéen a ko moom muy patente bi. Il faut aussi ngeen fexe ba àddina bi yëpp xam li ngeen fi def parce que lii day servir de modèle non seulement pour Sénégal mais feneen mais aussi il faut économiquement mu am ay retombées. Chez les nombreux bénéficiaires de cette formation, ils promettent de démultiplier leur expérience une fois retournés dans leurs localités respectives. Merci Ousseynou. Le transport public à l'épreuve de la pandémie. Les usagers peinent à trouver un moyen de transport pour allier leur lieu de travail. Vous le savez, le nombre de places dans les bus de transport en commun est encore limité du fait de la pandémie. Reportage Mohamed Samb et Youssou Baro. Difficile de trouver un bus pour rallier son lieu de travail. Le nouveau mode de fonctionnement des transports publics imposé par la pandémie a largement affecté les usagers de la route. Nous déjà, tant que passagers, nous avons des difficultés d'accéder à notre lieu de service. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le bus est plein, nous ne pouvons plus accéder. Vous voyez, et nous nous retrouvons en train d'arriver en retard à nos rendez-vous et tout. Et là, c'est pas commode ça. Et moi, je pense que vu que c'est vrai que c'est pour une course normale, mais l'épidémie est déjà là et on doit vivre avec. C'est à nous de prendre nos mesures et nos précautions et tout. L'école fait aussi face à des contraintes liées au transport. Au lycée Lamine Gueye, personnel administratif, élèves et enseignants sont obligés de se réveiller tôt le matin pour trouver un moyen de transport. Ceux qui ont réellement des problèmes, ce sont ceux qui nous viennent de Yembel. Nous avons des élèves qui nous viennent de Yembel, nous avons des élèves qui nous viennent de Sébikotane, qui se réveillent très tôt, qui nous disent de se réveiller à 4 h du matin pour pouvoir arriver à temps. Donc ça également c'est un problème pour un candidat à l'examen. Se réveiller tous les jours à 4 h du matin, ça limite vraiment nettement le rendement de l'enfant. Pour le personnel également, c'est la même chose. Nous en avons qui nous viennent de loin, ils viennent de partout de Dakar, mais surtout de la banlieue. L'essentiel de nos professeurs habite dans la banlieue. Le réseau de transport public AFTU a émis un souhait de remettre les places debout dans les bus. Objectif, faciliter le déplacement des Sénégalais. Entre 18 h et 19 h, tu te trouves dans l'autoroute
tu croises des foules qui marchent vers Pékin. Plus de 110 000 personnes qui marchent vers Pékin. Parce que les gens ne peuvent pas prendre le véhicule. Pourquoi? Parce que les places assises ne les arrangent pas. Alors, on prend des places assises, 22, 23 personnes. Les gens ne peuvent pas prendre le véhicule pour aller rentrer. Alors ça n'arrange pas les populations. Si on nous accorde par exemple les places assises et les places debout, au moins on pourrait satisfaire la clientèle. La pandémie du Covid-19 a impacté le transport public entre difficulté de trouver un moyen de transport et nombre de places limitées au niveau des bus. Arriver à l'heure à son lieu de service constitue un véritable parcours du combattant. Merci Mohamed. Importante saisie de produits impropres à la consommation et de médicaments de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque. 57 tonnes de marchandises évaluées à 31 millions de francs CFA selon le commandant Mamadou Thiamfaye, interrogé par notre équipe à Rufisque. Actuellement, le magasin est rempli, le magasin est plein. On est obligé maintenant de sortir le produit et faire la destruction. On a fait ça aujourd'hui, prétexte de sensibiliser les populations sur la vente et la consommation de ces denrées à l'approche des fêtes de Tabaski. Et généralement, les gens attendent ce moment pour faire sortir ces produits et les vendre sur le main. La consommation de ces produits, elle est très dangereuse. Et ça peut nous amener à des intoxications alimentaires. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ce prétexte-là pour sensibiliser. La quantité est estimée à 57 tonnes, soit une valeur de 30 millions. 31 millions, oui. Et venons-en à notre reportage Tabaski. Le marché des tissus à l'approche de l'Aïd el-Kébir. Pratiquement pas de nouveautés cette année. Nombre de commerçants écoulent le restant des stocks pour l'heure. La vente est encore timide à Colobane où nos équipes se sont rendues. Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba. Il a fait le tour du marché Gambi de Colobane à la recherche de tissus rares et légers. Ce détaillant ne se décourage pas. Je suis venu à Colobane très tôt ce matin, mais je n'ai pas trouvé les tissus recherchés. Cette réalité du marché a bien une explication, la pandémie coronavirus. Cette situation est la conséquence de la fermeture des frontières. Nous sommes obligés de sortir les vieux stocks. Les tissus les plus chers pour les cérémonies ne sont pas encore mis en rayon, même si nous avions fait les commandes. Au marché des HLM également, le constat est le même. Résultat, le bazin riche reste le plus prisé. À l'approche de la Tabaski, les commandes sont livrées d'habitude très tôt. Mais cette année, comme vous l'avez remarqué, nous n'avons rien senti. Je pense que la pandémie est passée par là. Nous attendons toujours nos livraisons, mais jusqu'à présent, rien. Ceux qui achètent le bazin riche, souvent, n'ont pas le choix cette année. Avant, les Getzner se vendaient mieux, mais aujourd'hui, la réalité du marché est tout autre. À pareil moment, ces lieux de commerce grouillés de monde. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Malgré tout, les commerçants espèrent faire des affaires dans les prochains jours. Merci Maimouna. Occupation anarchique des voiries à Yoff, Ouest Foire, Parcelles Assainies. Les chauffeurs de Ndiagandiaï disent ne pas être responsables de la situation. Ils déclarent que leur déguerpissement aux abords du stade de Léopold Sédar Senghor est la cause de toute leur souffrance. Reportage Fatima Touré et Amadou Ba. De Yoff à Ouest Foire, en passant par les Parcelles Assainies, les cars communément appelés Ndiagandiaï occupent d'une manière anarchique la voirie. Une situation qui s'explique selon les chauffeurs du fait qu'ils n'ont plus d'endroit où stationner. Déguerpis des abords du stade Léopold Sédar Senghor, ces chauffeurs se disent laissés à eux-mêmes, surtout en cette période de pandémie. J'ai quitté Kermassar ce matin, mais en arrivant, j'avais pas d'endroit où stationner. J'étais obligé d'aller jusqu'à Yoff. S'y ajoutent les gendarmes qui nous mènent la vie dure avec des amendes à n'en plus finir. Les cars sont stationnés un peu partout. Nous n'avons pas un lieu de départ fixe. Notre seul souci, ce sont les gendarmes qui nous fatiguent. Soit ils dégonflent nos pneus ou nous infligent des amendes.
Une situation qui semble avoir des conséquences directes sur la clientèle. Nous préférons le garage qui était près du stade Léopold Sédar Senghor. Présentement, les clients souffrent du manque de véhicules. Nous souffrons énormément. Il y a un déficit de véhicules. À cela s'ajoutent les malfaiteurs qui profitent de l'occasion pour dérober nos affaires. L'autre garage était mieux. Devant cet état de fait, ce chauffeur exige des solutions au plus vite. Nous demandons au président de la République de nous aider afin de retrouver notre garage. En ce moment, nous sommes vraiment fatigués et nous voulons juste une solution. Les opérations de déguerpissement initiées par le ministre de l'Urbanisme se poursuivent au grand dam de certains. Ces chauffeurs de Ndiagandiaï disent souffrir le martyre. Ils souhaitent la réouverture de leur garage dans les plus brefs délais. L'autre grand titre de cette édition, c'est la mort du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, hospitalisé 2 ans en France pour des problèmes cardiaques. Le Premier ministre et dauphin du président Ouattara est décédé ce mercredi à Abidjan. Daniel Diouf. Amadou Gon Coulibaly, très récemment rentré de Paris, où il avait été évacué il y a 2 mois pour des soins de suivi de sa greffe du cœur. Une greffe subie en 2012, le Premier ministre ivoirien est rentré ce jeudi 2 juillet à bord d'un avion de la présidence ivoirienne. Des sources médicales renseignent que les choses ont duré plus longtemps que prévu. On lui avait notamment posé un stent en mai, une sorte de support artériel. Sur ces images, il rentrait de Paris après 2 mois d'absence, accueilli au pied de l'ujette présidentielle par le chef de l'État Alassane Ouattara, la première dame, de nombreux ministres et des proches. Amadou Gon Coulibaly, qui avait longuement remercié Alassane Ouattara et Dominique, ses proches, ses collaborateurs et les Ivoiriens en général, il disait avoir été tenu au courant de tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. On le voit ici, en visioconférence avec le président Alassane Ouattara. Il avait été désigné pour être le candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à la présidentielle du 31 octobre prochain. Dans un communiqué de la présidence ivoirienne, Alassane Ouattara, le chef de l'État, déclare, je le cite, « Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. » Fin de citation. Pour rappel, Amadou Gon Coulibaly, dit AGC, était revenu il y a près d'1 semaine de France après 2 mois d'hospitalisation pour des problèmes cardiaques. Merci Daniel et direction justement à Abidjan. Nous avons en ligne Ibrahima Fall. Bonsoir Ibrahima. Allô Ibrahima, vous nous entendez? Allô Ibrahima Fall? Ibrahima Fall qui intervient sur TFM très souvent, notamment dans Miroir Covid. Est-ce que vous nous entendez, Ibrahima Fall? Non? Bon, retenez l'information, c'est la mort donc du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, hospitalisé 2 ans en France pour des problèmes cardiaques. Le Premier ministre, qui était le dauphin d'Alassane Ouattara, est donc décédé ce mercredi. Nous aurons Ibrahima dans nos prochaines éditions, notamment dans la matinale de TFM. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez le député